Bonjour à tous, FAQ de la semaine. Donc je réponds aux questions qui m'ont été posées récemment sur Instagram et sur YouTube. Au passage, je vous remercie pour votre implication. Il y a au moins 30 questions que j'ai pas encore traitées, mais voilà, je vous incite encore fortement à poser d'autres questions. Certaines méritent d'être développées carrément exclusivement en vidéo. C'est vraiment top. Je vous remercie pour ces idées de contenu que vous me donnez. Et au passage, si je peux vous aider, c'est du gagnant-gagnant. Allez, c'est parti. Première question. Penses-tu qu'être sous testostérone hors cadre muscu est un plus? Question de Julien. Julien qui est un client au passage. Julien, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta question. Alors, est-ce qu'être sous testostérone est un plus hors cadre muscu? Sans hésiter, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu vas avoir plus de libido, plus d'énergie, plus de vitalité en général, une meilleure composition corporelle, forcément une meilleure densité osseuse, une meilleure récup, aussi plus d'ambition, plus de résilience dans la vie, plus d'assertivité. En dehors de ça, tu seras plus méfiant, de façon générale. Tu seras moins enclin à plier sous la menace, sous la coercition. Tu seras moins sujet à devenir une larve soumise et dépressive. Donc voilà, tout ça pour dire que la testostérone hors cadre muscu a une myriade de bénéfices, vraiment. Et je pense que tu verras la vie avec plus de couleurs sous testostérone que sans. Question suivante. Sujet, nombre de séries effectives par muscle par semaine ou jour ou séance. Question de Jordan. Déjà, c'est quoi une série effective? Donc une série effective, c'est une série qui stimule l'hypertrophie, mais pour ça, il faut qu'elle remplisse bien sûr plusieurs conditions. Est-ce qu'elle est suffisamment proche de l'échec musculaire? Est-ce qu'elle est suffisamment dure? Et surtout, est-ce que la tension appliquée est sur le muscle ciblé? Voilà. À part ça, en dehors de la définition elle-même de la série effective, ce qui nous intéresse également, c'est forcément le volume d'entraînement. Logiquement, la science nous dit que entre 6 et 8 séries par semaine par muscle, c'est-à-dire c'est le minimum syndical pour la croissance musculaire. La zone productive, généralement, c'est entre 10 et 16 séries par semaine. Enfin, ce qui nous intéresse aussi, c'est la fréquence, bien sûr, parce que la fréquence permet de répartir le volume intelligemment et d'avoir un meilleur rendement par série, tout simplement. Alors, soit vous pouvez faire les pecs une seule fois par semaine, du coup, vous faites par exemple 12 séries en une seule séance, mais du coup, il va y avoir un rendement, on va dire, dégressif sur chaque série qui continue, après les séries initiales, parce que forcément, vous allez fatiguer. Alors, du coup, est-ce que c'est pas mieux de faire 2 séances par semaine pour les pecs, répartir le volume, c'est-à-dire faire 6 et 6, donc 6 séries effectives à une séance et 6 séries effectives sur une deuxième séance, voire carrément, si ça vous fait chier de faire trop de séries d'un coup, et même si c'est trop, vous pouvez très bien faire 3 séances pecs différentes, bien en tout cas faire les pecs 3 fois par semaine, et du coup répartir, au lieu de faire donc 12 séries en une seule fois, vous pouvez faire 4 fois 3, du coup, 4 séries effectives, 3 fois par semaine. En fonction de ça, c'est vous qui voyez comment vous organisez, et surtout, qu'est-ce que vous préférez comme type d'entraînement. Certains préfèrent brutaliser un muscle pendant 2 heures, 3 heures, comme Smaev par exemple, faire des dizaines et des dizaines de séries sur un seul muscle spécifique et rentrer chez eux. D'autres, au contraire, préfèrent avoir une fréquence plus soutenue, faire chaque muscle plusieurs fois par semaine. Logiquement, c'est vrai que cette philosophie, sur le papier en tout cas, est plus logique et plus intelligente dans la mesure où, de toute façon, même si vous avez des courbatures pendant une semaine, 48 heures après la séance sur le muscle en question, il aura de toute façon optimisé au maximum sa croissance musculaire. Ça servira à rien d'attendre plus longtemps, parce que de toute façon, le muscle ne va pas grossir plus au-delà des 2 jours post-entraînement initial. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire par rapport à votre volume d'entraînement, si vous préférez répartir, ou si au contraire vous préférez tout balancer sur la même séance, et boum, c'est torché, vous passez à la suite, et vous ne retouchez pas aux muscles avant la semaine suivante. À long terme, est-ce qu'un taux de body fat bas est dangereux pour l'organisme? Question de Mohamed. Merci Mohamed, big up à toi. Mohamed qui est client depuis très longtemps, toujours enthousiaste, toujours impliqué, toujours avec des super questions, donc je te remercie beaucoup. Alors, à long terme, est-ce qu'un taux de body fat est dangereux quand il est trop bas? Bien sûr. Alors au niveau physiologique, chez les hommes, ça sera 5% en général et moins. Surtout si vous êtes naturel, les risques endocriniens seront considérables, sachant que les natis qui font des prépas pour des compètes de body mettent minimum 6 mois à retrouver les marqueurs qu'ils avaient initialement avant leur prépa.
les marqueurs hormonaux en général. Donc, c'est quand même très traumatisant pour l'organisme d'être en déficit calorique pendant longtemps. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que au-delà du pourcentage de graisse, c'est vraiment le déficit énergétique qui provoque des problèmes de santé. Donc, vous aurez bien sûr le manque de libido, vous aurez le manque d'énergie, le manque de sommeil, l'irritabilité, aussi bien sûr le risque de tomber malade plus souvent, de se blesser plus souvent, les douleurs tendineuses, les problèmes de thermorégulation aussi, vous aurez tout le temps froid, vous serez frileux, beaucoup plus vulnérable, et beaucoup plus dépendant de chaque repas que vous faites, puisque vous n'avez pas d'énergie stockée. Pour les femmes, ça sera plus de l'ordre de 12 à 13% de body fat. Donc en dessous de ça, elles vont commencer à avoir des problèmes d'irritabilité, bien sûr, des problèmes immunitaires, plus de libido, bien sûr, mais surtout plus de règles. Et voilà, toujours cette frilosité, cette vulnérabilité. Voilà, être plus enclin à attraper des infections et des maladies à tout va. Donc voilà. Question suivante. Quelle est l'influence des neurotransmetteurs sur la prise de muscle? Question de syndrome. Très bonne question, je te remercie. Alors, bon, même s'ils ne sont pas directement anaboliques, les neurotransmetteurs, logiquement, aident à la prise de muscle. Pourquoi? Parce qu'ils aident au recrutement des unités motrices, mais aussi à tout ce qui est perception de la douleur, de la fatigue, le stress, le sommeil, mais aussi l'appétit. Sans système nerveux, vous n'aurez pas de tension mécanique. Hein. C'est le système nerveux qui permet d'appliquer une tension sur le muscle. Ensuite, vous avez la dopamine qui donne la motivation de s'entraîner, la noradrénaline qui permet d'être vigilant, d'être focus, qui permet aussi la production de force, et l'acétylcholine. Mes clients, vous en savez quelque chose parce que je suggère à beaucoup de prendre de l'alpha-GPC avant l'entraînement. Pourquoi? Parce que justement, l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire. C'est ce qui permet d'avoir une très bonne contraction avec le muscle. Voilà. Donc mieux contracter, mieux se concentrer sur le muscle qu'on travaille à l'entraînement. Ça, c'est très important. Et enfin, vous avez les endorphines, par exemple. Les endorphines après l'entraînement qui provoquent du bien-être. Donc voilà, lors d'une TRT, quel est le dosage en moyenne et y a-t-il besoin d'un anti-œstrogène au cas où? Question de Azuko. Alors, normalement, si tu prends de la testostérone énanthate ou zipionate, c'est entre 80 mg et 150 mg par semaine, la TRT, et c'est généralement fractionné en 2 fois. Pour les anti-œstrogènes, alors, si tu as des symptômes associés, comme par exemple un inconfort permanent, une perte de libido, une gynécomastie naissante, pourquoi pas prendre un anti-œstrogène, mais je pense que ce serait mieux de le confirmer avec une prise de sang. Et ce que tu peux faire déjà au préalable avant d'utiliser un anti-œstrogène, c'est soit baisser euh, le dosage de testostérone, soit le fractionner plus fréquemment. Savoir que quand tu injectes plus fréquemment le même dosage, tu as moins de risque de le convertir en œstrogène, ce qui est logique, puisque si tu ne prends pas une énorme dose d'un coup, il y aura moins de conversion. Voilà, donc d'où l'intérêt d'injecter tous les jours, ce que je suggère beaucoup à mes clients. Et à part ça, aussi perdre de la graisse. Pourquoi? Parce que si tu es un gros lard et que tu prends de la testostérone, tu vas convertir plus en œstrogène qu'un mec qui est sec. Donc voilà, pour mieux rentabiliser votre testo, les gars, essayez de commencer le plus proprement possible. Et sinon, à part ça, ceux qui aiment balancer du HCG en permanence avec leur TRT, faut savoir que ça élève également le taux d'œstrogène. Donc, faut faire gaffe à ça. Mais sinon, j'aurais tendance à penser que un taux d'œstrogène trop bas, c'est le plus délétère pour la santé en général, parce que vous allez perdre totalement votre libido, vous allez être de très mauvaise humeur, d'une humeur dépressive, il faut le dire, mais aussi vous aurez des douleurs articulaires et un profil lipidique sur votre prise de sang qui sera absolument catastrophique. Éventuellement, après une prise de sang, vous pourrez peut-être plus fréquemment prendre un anti-œstrogène si besoin, mais surtout avec une TRT, je ne pense pas que ça soit crucial. Dernière question. Alors, comment enlever ou éviter les nodules à cause des injections? Question de Grégory. Rotation, les gars. Rotation, rotation. On n'injecte pas plusieurs fois au même endroit, on fait des rotations, on a des muscles partout, c'est pas pour rien. Donc, prenez votre courage à deux mains, arrêtez d'injecter systématiquement vos pauvres fessiers, laissez-les tranquilles. Pareil pour les cuisses. Voilà. Ayez un peu de courage, faites les épaules, faites le haut de pec, faites
les dorsaux éventuellement, faites les bras, mais vous avez quand même l'embarras du choix. Arrêtez de piquer systématiquement au même endroit, surtout si vous avez déjà des nodules ou des encapsulages à certains endroits. Ça va de soi, vous n'allez pas repiquer au même endroit, sinon c'est la catastrophe assurée. Aussi, essayez d'injecter plus fréquemment, comme ça il y aura moins de volume à injecter, ça sera moins abrasif, moins agressif pour votre système. À part ça, évitez de prendre des testos dosés à 400, 600 mg par ml, ce genre de choses. Pareil pour la boule d'eau, je vois des trucs dosés à 400, 600. Vous étonnez pas hein, si ça vous fait des balles de golf écarlate à la surface des muscles, parce que ça doit être bourré d'alcool benzylique et de benzylbenzoate. Donc l'un est un antibactérien et l'autre est un solvant, mais les deux à pourcentage élevé, c'est très très irritant et ça peut clairement élever votre CRP sur votre prise de sang. Pareil, si vous avez un labo et systématiquement, quand vous prenez des injectables de ce labo, vous avez des irritations, vous avez des inflammations, vous avez des rougeurs, c'est clairement que les solvants utilisés sont trop abrasifs pour vous ou vous êtes allergique, donc vous changez de labo. Voilà. On ne reste pas sur des labos qui provoquent en permanence des irritations cutanées. Ça devrait glisser tout seul, ça ne devrait pas faire de spot. Donc voilà, privilégiez les labos qui proposent par exemple tout ce qui est huile de pépins de raisin ou bien, comment on appelle ça aussi, huile de thé vert. Voilà, c'est des solvants qui coûtent plus cher, mais qui sont quand même beaucoup moins abrasifs, beaucoup moins agressifs pour votre épiderme, et ça glissera tout seul. Voilà. Vous n'aurez pas des douleurs atroces post-injection, et vous pourrez du coup vous entraîner correctement sans avoir l'air d'un handicapé avec une mobilité réduite. Et donc, si vous avez déjà un nodule, l'option, ça sera avant tout de prendre une compresse chaude et l'appliquer 2 à 3 fois par jour pendant 10 minutes. Si ça suffit pas, vous aurez toujours l'option de vous faire masser par un professionnel. Un massage des tissus profonds, ça peut fonctionner. Par contre, ça a l'air très douloureux, donc bon courage. Et pour terminer, je dirais, arrêtez de faire les crevards, utilisez une seule seringue à usage unique, ne la réutilisez pas ensuite, parce que de toute façon, une seringue qui est utilisée plusieurs fois, elle est moins pointue, elle est aussi forcément plus rouillée, puisqu'elle est exposée au solvant. Donc voilà, tout ça pour économiser 3 centimes. Vous risquez non seulement d'avoir des douleurs plus importantes en vous injectant, mais aussi d'avoir une infection en prime.